La campagne du second tour connaît une accélération brutale ces dernières heures avec ce duel surprise à Amiens entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous deux sur place. Et puis il y a eu également tout à l'heure l'annonce du vote Macron par Nicolas Sarkozy. Et dans ce contexte, nous recevons le vice-président du Front National. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat. Avec les Échos, Radio Classique et l'agence France Presse, vous répondrez à trois grandes questions. D'abord, quelle est donc votre stratégie pour le second tour? Est-ce imposer le tempo, comme on l'a vu donc aujourd'hui à l'usine Whirlpool d'Amiens, et se défier Emmanuel Macron en permanence par le geste et par la parole? Vous répondrez à Guillaume Dodin. Ensuite, le programme de Marine Le Pen conduirait la France au malheur. C'est ce que nous disait ici même hier l'invité qui était là, François Bayrou, un conseiller politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, Jean-Francis Pécresse vous demandera de démontrer le contraire sur votre programme. Enfin, aucun sondage ne donne Marine Le Pen gagnante. Comment pouvez-vous croire à une victoire? Question que vous posera tout à l'heure Michael Zamès. Mais d'abord, une première question d'actualité. N'oublions pas les questions internationales dans cette campagne, vous êtes d'accord? Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a présenté aujourd'hui un rapport des services de renseignement français et qui met en cause précisément Bachar el-Assad dans l'attaque chimique qui avait fait 87 morts, de nombreux enfants, on s'en souvient, le 4 avril dernier en zone rebelle. Est-ce que vous acceptez d'abord les conclusions de ce rapport? Est-ce que vous acceptez ces preuves? Je n'ai pas vu, moi, les preuves, j'en sais rien. Ce qu'il faut, de toute façon, c'est une enquête internationale sous supervision de l'ONU. Parce qu'on a le passif, vous savez, de M. Powell, qui est arrivé aussi avec ses preuves, ses petites fioles en 2003 pour nous expliquer que l'Irak de Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Et en fait, ce rapport avait été fait pour justifier une guerre. Voilà, bon, tout cela était quand même, doit inciter à la prudence. Est-ce que vous mettez en cause la probité, d'une certaine manière, des services mais moi, français? je pense que dans ce domaine-là, il faut toujours, je pense qu'on a d'excellents services, mais il faut toujours une enquête internationale pour qu'elle soit irréfutable et donc sous supervision des Nations Unies. Arrive après d'autres enquêtes d'autres pays. Oui, ou des États-Unis. Enfin, c'est toujours un peu le même camp. Mais je crois qu'il faut, sur cette affaire-là, aussi réfléchir à une chose importante. Même si c'est le régime de Bachar el-Assad, ce qui est tout à fait possible, c'est quoi le plan B? Qu'est-ce qu'on fait? On veut bien, on peut utiliser le rapport en disant on va donc aller dézinguer, bombarder, tuer Bachar el-Assad et le retirer du pouvoir. Très bien, on l'a fait en Irak en 2003, non, mais, je dirais, on l'a fait en Libye en 2011. Vous considérez que Bachar el-Assad fait toujours partie de la solution? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le plan B? C'est qui le plan B? Donc si ça n'est pas lui, c'est qui? Et si vous avez un plan B formidable, un grand démocrate qui va respecter les minorités, qui va combattre l'islamisme radical et l'État islamique là-bas, etc., tant mieux. On en sera les premiers à dire, et si les Syriens quand même sont d'accord, parce que n'oublions pas que normalement on est censé respecter les principes démocratiques, alors tant mieux, mais sauf qu'on sait bien que ça n'existe pas. En tous les cas, et donc il faut être extrêmement prudent et ne pas mettre le feu à une poudrière. Donc vous restez prudent globalement sur la solution à apporter et également sur ce rapport qui vient justifier quand même, non, s'il en était besoin, les frappes américaines contre la base syrienne d'où étaient partis les avions. Je ne sais pas très bien à quoi elles ont servi, honnêtement. Enfin, je veux dire, je ne sais pas très bien à quoi elles ont servi, si ce n'est de rajouter du chaos au chaos, peut-être. Toujours, là, il faut toujours utiliser l'expérience des 15 dernières années. L'Irak en 2003, heureusement, la France de Jacques Chirac disait non à l'époque. Libye 2011, nous, on disait non, on l'a fait, on a mis les djihadistes et le chaos au pouvoir. En 2013, la France voulait intervenir. En 2013, la France voulait intervenir en Syrie. Le nouveau président américain, Donald Trump, qui est à vos faveurs, est intervenu. Vous n'estimez pas que ce rapport français aujourd'hui légitime l'action de l'armée américaine? Je pense pas qu'il faille aujourd'hui intervenir militairement tant qu'on n'a pas de plan B. C'est aussi simple que cela. La diplomatie, parfois, c'est l'art du moins pire. Alors, Bachar el-Assad, c'est pas notre ami, comme Kadhafi ne l'était pas, mais je veux dire, au bout d'un moment, parfois on a encore pire. Comment est-ce que vous le définissez, puisque donc, la preuve est apportée encore une fois que c'est lui qui a ordonné ces frappes au gaz sarin sur des populations civiles? Comment est-ce que vous le qualifiez? Comment je qualifie quoi, pardon? Bachar el-Assad. Comment je le qualifie? C'est un dictateur, oui, c'est quelqu'un qui est absolument infréquentable. Enfin, c'est pas le seul. Un dictateur infréquentable. Vous savez, le roi d'Arabie Saoudite n'est pas non plus très fréquentable, l'émir du Qatar non plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ceci dit, c'est ça aussi le réalisme de la diplomatie, c'est qu'il faut être capable de faire des choix, le choix du moins pire parfois. En tout cas, l'objectif principal, ça doit être d'éradiquer l'État islamique. Voilà. Pour le moment, ce ne sont pas les troupes de Bachar el-Assad qui viennent tuer les Français en France. Ce sont les troupes djihadistes de l'État islamique. La suite de l'épreuve de vérité, donc avec l'actualité de ces dernières heures sur le terrain social, avec Guillaume Dodin de l'AFP qui nous rejoint maintenant. L'épreuve de vérité avec l'AFP.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir Monsieur Philippot. Bonsoir. Il y a eu le déplacement surprise donc ce matin de Marine Le Pen à Amiens. Quel était le but de ce petit coup médiatique ce matin? C'est pas un coup médiatique parce que nos équipes y sont depuis des semaines et des semaines. Et nos militants y sont, nos élus locaux y sont, et ils sont là sur le piquet de grève, mais ils étaient auparavant déjà auprès des ouvriers, des employés qui se mobilisent. Et donc Marine Le Pen, voilà, on était en conseil stratégique, elle dit allez j'y vais. Voilà, j'y vais parce que voyant que ces ouvriers, ces employés étaient complètement abandonnés, que M. Macron se réfugiait à 10 km dans une salle pour discuter avec 2-3 personnes. C'était pas pour les abandonner, c'était pour discuter sur le fond du dossier avec l'intersyndicale. Non, il y a même eu un mensonge parce qu'il disait ce matin qu'il n'avait pas eu l'autorisation d'aller sur le site, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, il y est, je crois. Il y est allé. Et donc, il n'a aucune interdiction. Marine Le Pen n'a pas eu d'interdiction non plus ce matin. Tout le monde peut y aller. Et donc là, il y a eu un mensonge. Quand elle a entendu ce matin Jacques Attali, qui est un de ses principaux conseillers, dire Whirlpool, c'est une anecdote. Voilà, c'est anecdotique. 300 personnes mises sur le carreau, c'est anecdotique. Les sous-traitants, les familles brisées, la délocalisation en Pologne. Non, il y a des choses à faire et on peut maintenir ce site. Alors, elle y a été, elle a rencontré quelques salariés, manifestement, elle est restée quelques minutes. Elle n'a pas voulu rencontrer l'intersyndicale, comme l'a fait M. Macron? Ils étaient à Amiens, non? Je sais pas, ou organiser un rendez-vous. Moi, j'ai vu sur les images, j'ai pas de retour là précis, mais j'ai vu qu'il y avait du monde et qu'il y avait des syndiqués, puisque j'ai vu des chasubles, le CGT notamment, qui prenaient des photos avec elle. Enfin, j'ai vu donc il y avait des syndiqués, des syndicalistes, et puis au-delà même de la chasuble, ils sont tous salariés, ils sont tous salariés de Whirlpool, et ils voient tous cette délocalisation en Pologne comme une injustice. Et ne pas annoncer, à la presse le déplacement, c'est une manière d'éviter peut-être les manifestations d'hostilité d'autres salariés. C'est une manière de faire qu'on n'arrive pas avec 800 caméras, et comme c'est le cas dans l'entre-deux tours d'une présidentielle, où quel que soit votre choix de déplacement, vous avez 800 caméras et journalistes, qui rend parfois les choses totalement infaisables et impossibles. Vous avez réussi, j'ai envie de dire, un double coup aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a vu Marine Le Pen accueillie avec des selfies, etc. On a vu les selfies contre les sifflets. Les sifflets, mais les sifflets, ils ont été... à qui sont-ils imputables? Parce qu'il y avait les militants du Front National, en fait. Et ce sont des sifflets des partisans de Marine Le Pen. Ah oui, alors ça, c'est la thèse Macron, c'est qu'en fait, les ouvriers sont des gens complètement stupides, probablement des illettrés, comme il disait, puisque ce matin, il a dit Marine Le Pen a vu des militants sur un parking. Mais qu'ils leur disent ça en face, là, puis je crois qu'il y est en ce moment sous les sifflets et les mots difficiles, qu'il leur dise, qu'il a osé dire ce matin, tout le mépris qu'il avait, et qu'il ose leur dire aussi que c'est une anecdote, ce qui leur arrive, comme le dit un de ses principaux. Alors je crois qu'ils sont désolidarisés des propos. Benjamin Griveaux, le porte-parole, s'est désolidarisé. Les propos de Jacques Attali. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, est-ce que c'est vrai qu'en fait le Front National, par les ouvriers et par les salariés, parce qu'il est détesté là-bas, parce qu'il fait partie de cette oligarchie qui crée des délocalisations et qui n'a rien à proposer aux ouvriers, c'est tout. Il faut qu'il accepte son impopularité. Florian Philippot, est-ce que vous pouvez confirmer, peut-être démentir le fait que le Front National, en fait, a décidé de choisir Amiens pour en faire le symbole des délocalisations avec des militants présents sur place depuis des semaines, des militants du Front National? Non, c'est la direction de Whirlpool qui a décidé d'en faire un lieu de délocalisation. Ça, c'est pas nous qui avons malheureusement pris cette décision triste. Je veux dire, le Front National, oui, il est présent depuis des semaines sur le terrain. Nos militants y sont, nos élus, notre secrétaire départemental, Éric Richard-Mosier, depuis des semaines et des semaines. Et ce qui explique aussi d'ailleurs que Marine Le Pen a été aussi bien accueillie, parce qu'il n'y a pas c'est pas artificiel. Ils savent que les militants et les élus du Front, ils sont là avec eux sur le terrain depuis longtemps et longtemps, et ils y sont encore là, et ils y seront demain, ils y seront après-demain, même après le départ de Marine Le Pen. Donc c'est une question. On n'a pas vu beaucoup de militants en marche. Alors c'est une manipulation. Qu'est-ce qui est une manipulation? Cette présence, cet activisme. Qu'est-ce qui est une manipulation d'aller voir des ouvriers et de les soutenir? Qu'est-ce qui est une manipulation que d'aller proposer un projet politique pour que l'usine ne ferme pas, une taxe de 35% quand vous délocalisez, que vous réimportez? Une question, monsieur. Ça, c'est du fond, hein. C'est un projet de réindustrialisation. Donc, une question. Marine Le Pen était présente ce matin à Amiens. Combien de fois jusque-là elle s'était rendue auprès de salariés en grève qui tenaient des piquets de grève devant leur usine? Elle a fait régulièrement des sorties d'usine. À PSA, il va régulièrement. Des sorties d'usine qui n'étaient pas en grève. Vous savez, les ouvriers, je crois qu'ils ont mis Marine à quasiment 40% au premier tour d'après les enquêtes d'opinion, parce qu'ils savent ce qu'il en est. Voilà, et Macron doit être à 10 ou 15% parce qu'ils savent ce qu'il en est. Il y en a un qui défend la mondialisation sauvage, les délocalisations. Ils voient la France comme une grande salle de marché. Alors évidemment, forcément, les ouvriers n'ont plus leur place là-dedans. Et puis il y a Marine Le Pen qui pense que il y a du travail. Ce matin, des ouvriers et des syndiqués de l'usine Whirlpool.
Donc, il a rencontré quelques personnes, mais dans une salle, loin, en faisant croire qu'il n'avait pas le droit d'aller sur l'usine, ce qui était faux. Enfin, bon, tout cela est un fiasco pour Emmanuel Macron, mais pas un fiasco, je veux dire, artificiel. C'est un fiasco parce qu'il y a un problème sur le fond. Il a un problème de relation avec le monde du travail. On rappelle qu'il y est allé quand même cet après-midi, même s'il y a eu des sifflets. Hein. Du fait que Marine y est allée, il y est allé, oui. Donc l'interdiction d'un coup a sauté. Alors David Rachlin, la pseudo-interdiction. David Rachlin, le directeur de campagne de Marine Le Pen, a présenté ce matin l'affiche de second tour. Donc d'un côté, on a Choisir la France pour Marine Le Pen, et pour M. Macron, c'est Ensemble la France. On a vu dimanche qu'il s'est revendiqué du camp des patriotes face aux nationalistes que vous représenteriez. Est-ce que c'est un second tour, justement, voilà, front contre front, on se dispute la question du patriotisme, du drapeau tricolore? Vous voyez ça comme ça? C'est-à-dire qu'il s'est positionné par rapport à nous, parce que le fait que nous disions que politiquement nous sommes patriotes, ça fait des années et des années. C'est ce qui nous caractérise. Et d'un coup, lui, depuis une semaine, se découvre patriote. Je veux dire, tant mieux, hein. Tant mieux s'il se découvre patriote. Sauf que l'amour, il faut des preuves pour le démontrer, si vous voulez. Le patriotisme, c'est la même chose. Or, moi, je suis désolé, quand on a largué les fleurons nationaux, quand il était ministre de l'économie de M. Hollande, donc Alstom, Lafarge, Technip, quand on a privatisé des aéroports, Toulouse, Nice, Lyon. Lui dit avoir permis de sauver par exemple PSA avec l'intervention de l'État. On peut donner d'autres exemples, Florian Philippot. Hein. Oui, enfin écoutez, je crois que PSA, heureusement qu'il a essayé de faire quelque chose. Il l'a fait. Mais d'accord, mais est-ce qu'il a sécurisé véritablement l'entreprise? Est-ce qu'il a vraiment une stratégie industrielle? Pour l'instant, elle est florissante comme jamais. Est-ce qu'il ne va pas laisser le Chinois grignoter peu à peu, qui a pris déjà 14%, je crois, un peu plus peut-être maintenant, cette entreprise? Il y a quand même des questions qui se posent. Mais pendant ce temps-là, combien de fleurons nationaux partaient à l'étranger? Monsieur Macron, il veut mettre la France sous tutelle européenne encore plus avec un gouvernement de la zone euro. C'est-à-dire qu'on déciderait encore moins en France. Il dit qu'il n'y a pas de culture française, que ça n'existe pas. Ça, pour moi, on peut faire mieux. Voilà. En matière de patriotisme, on peut faire mieux que de dire des choses aussi désagréables et de faire des choses aussi désagréables contre son pays. Dans toutes les déclarations du Front National, avant même le premier tour et depuis, on a un peu l'impression qu'en toile de fond, le slogan le résume bien ce sentiment, choisir la France. Macron, pour vous, ça serait quelque chose comme l'anti-France? C'est quelque chose qui n'est pas... Non, je ne reprendrai pas cette expression. C'est simplement, il considère que la France, c'est une salle de marché, les hommes des paramètres. Il a une vision très marchande du monde, en fait, tout simplement. Il a une vision marchande où tout a un prix, tout a un coût. Alors évidemment, un chômeur, ça ne vaut pas grand-chose. Donc on lui sucre ses indemnités très rapidement. C'est dans son projet. Et un retraité, ça ne vaut pas grand-chose. C'est improductif. Donc on va le taxer avec la CSG. Voilà, avec ça, c'est le monde de M. Macron. On doit travailler le dimanche. Enfin, on est tout le temps producteur, consommateur, et ça, c'est gênant du point de vue de la vision du monde, la vision de l'homme. Dans son programme concernant l'Union européenne, c'est un sujet qui vous oppose pas mal. Il veut renforcer les droits sociaux, il me semble. Il veut des standards communs en matière d'assurance chômage, des choses comme ça, une couverture santé, enfin des standards en matière de couverture santé. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez... Mais ça, c'est du Macron, ça veut dire quoi? Je veux des standards européens en matière de santé. C'est une forme d'harmonisation sociale? Ça me fait penser aux 48 heures de travail maximum par semaine, c'est le standard européen. Ça ne nous convient pas, c'est beaucoup 48 heures. Ça convenait à d'autres candidats, mais pas à nous. Et puis la France, pour lui, pour revenir à l'affiche, choisir la France, parce que la France, pour lui, c'est un terrain vague, quoi. Tout le monde se vaut, donc on fait venir des migrants, on ouvre les frontières financières, commerciales, migratoires. Voilà, on ne sent pas, si vous voulez, cette dimension patriotique pour le coup. Alors il peut se revendiquer patriote, mais on ne la sent pas du tout, ni dans sa manière d'être, sa manière de se faire et dans son projet. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez décidé de le défier, c'est votre stratégie par le geste, par la parole aussi, parce que alors là, je ne veux pas dire que vous grossissez le trait, mais vous lui faites un procès d'intention absolument sur tous azimuts, quoi. Non, je crois qu'il est dévoilé. Peut-être qu'avant le premier tour, il a bénéficié d'une espèce de brouillard, c'était les discours creux, il enchaînait des phrases marketing assez creuses dans ses meetings. Tout le monde, il y a des reportages d'ailleurs, les gens sortaient de là en ne sachant pas très bien ce qu'il avait dit, parce qu'il n'avait pas dit grand-chose. Et là, il est obligé de se dévoiler, et on voit le personnage, y compris même dans ses réactions les plus immédiates, les moins contrôlées peut-être. Quand il parle, je vous dis, la manière dont il a réagi sur la visite de Marine Le Pen à Whirlpool est significative. Il avait l'air assez agacé, énervé et méprisant. On a retrouvé le Macron des illettrés de Gade. Bon, alors, il a déclaré par ailleurs aujourd'hui à Amiens, la France n'a jamais été ce que Marine Le Pen propose,
sauf dans ces heures sombres. Et je vous propose d'écouter ce que dit Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive, qui évoque un front du refus, justement, d'une majorité d'électeurs vis-à-vis de Marine Le Pen sur ce dernier thème. On l'écoute et puis vous réagissez. Aujourd'hui, la dynamique électorale ne se fait pas entièrement ressentir. Il y a plus de personnes qui souhaitent que Marine Le Pen ne soit pas présidente de la République que de personnes qui ne souhaitent pas l'élection d'Emmanuel Macron. Donc il y a un front du refus qui existe aujourd'hui de manière relativement nette, pas forcément uniquement sur les thématiques en matière d'immigration et de sécurité, mais autour de l'idée que l'image de la France et l'image qu'ils se font eux-mêmes de la France serait altérée par la présence de Marine Le Pen à la présidence de la République. Comment est-ce que vous réagissez à cette analyse? Non, ça je pense que c'est un peu du blabla de sondeur, quoi. L'image de la France et l'image de Marine Le Pen. Ouais, non, mais je pense que, vous savez, on est déjà à 40%, là, on est challenger, hein. Moi je me fais pas d'illusions, on n'est pas favori dans cette élection. Macron l'est, il pense déjà qu'il a gagné d'ailleurs, il a déjà fêté sa victoire au Fouquet, enfin à la Rotonde. Et moi je pense que, ceci dit, on peut convaincre et qu'on peut gagner. Voilà, et il n'y a pas de front du refus. Ça me fait penser aux analyses de sondeurs quelques mois avant la Constitution européenne en disant structurellement les Français ne pourront que dire oui parce que structurellement ils adorent l'Union européenne, etc. Puis ils ont dit non. Sur cette idée justement d'un front du refus ou que Marine Le Pen ferait peur à un certain nombre d'électeurs, on voit cette affiche de second tour à nouveau avec Marine Le Pen qui pose devant une bibliothèque. C'est une image un peu traditionnelle de président de la République. Ça vise à mettre les électeurs en situation, à leur dire c'est faisable, c'est crédible de voir Marine Le Pen à l'Élysée. Il y a une Marine Le Pen qui démontre aussi qu'il y a une culture en France. La bibliothèque est un symbole de la culture française, la littérature. Et en même temps, cette affiche, elle est très belle. Elle est ce qu'est Marine au naturel. Elle est naturelle, cette affiche. C'est pour ça qu'elle plaît, d'ailleurs. Et là, elle n'a pas changé un petit peu sa stratégie médiatique, parce qu'on l'a vu, par exemple, hier soir sur TF1, tout sourire. Vous l'avez remarqué aussi. Oui, vous avez remarqué. Elle a même parlé de ses enfants qui ont grandi. Donc elle a décidé quoi, d'arrondir les angles, de corriger l'image, qu'elle a moins de brutalité dans le style. Non, je pense qu'elle est aussi très très heureuse, voilà, parce qu'elle attendait ce débat depuis longtemps. Oui, d'être au second tour, d'avoir ce débat qui est quand même extrêmement intéressant. Ça fait longtemps que la France n'a pas eu peut-être depuis le référendum de 2005. Ça me fait penser à 2005, moi, c'était ce second tour. C'est pour ça que c'est un peu un référendum. Et on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par près de 55%. Donc vous êtes challenger, mais vous y croyez. 2005, justement, c'est un très bon exemple. Ça a été permis par une certaine coalition, une coalition contre la Constitution européenne. Or là, la coalition n'a pas l'air de se mettre en place autour de Marine Le Pen. Il n'y a pas vraiment de soutien déclaré. Peut-être Christine Boutin, peut-être la Manif pour tous qui appelle à voter contre Macron. Est-ce que, je finis ma question, est-ce que, par exemple, avec Nicolas Dupont-Aignan, il y a des négociations en cours des discussions pour qu'ils vous rejoignent? Il faut toujours discuter. De toute façon, Nicolas Dupont-Aignan, il a fait un bon score, enfin beaucoup plus qu'attendu, c'est près de 5%. Et nous avons un projet qui est, vous le savez, à 95% à peu près identique, souverainiste, régulation de l'immigration et refus de la casse sociale. Donc la question c'est, est-ce que vous discutez avec lui en ce moment, vous ou des gens ou des émissaires frontistes? Il y a toujours des discussions avec. Il faut toujours discuter avec ses amis en politique et Nicolas Dupont-Aignan fait partie de nos amis. Il est évoqué donc après, soutien contre des circonscriptions. Il a dit lui-même qu'il s'exprimerait après avoir consulté ses instances internes. Vous avez bon espoir d'un ralliement de sa part ou pas? Oui, j'ai un bon espoir. Vous avez un bon espoir? Oui, j'ai bon espoir. Je n'appellerais pas ça un ralliement, j'appellerais ça un soutien. Ça serait contre quoi? Ce serait contre des circonscriptions, contre le remboursement de ses frais de campagne? Je crois que Nicolas Dupont-Aignan est suffisamment un homme de conviction pour prendre des décisions d'abord de conviction. Après, si on peut aller encore plus loin en législatif, faire des accords électoraux, parce que de toute façon on partage tout, on fera une grande alliance patriote, et j'en serai encore plus heureux. Voilà, ça fait longtemps que j'appelle, moi, cette alliance patriote, y compris jusqu'aux législatives. Voilà. Vous nous dites que c'est peut-être dans les tuyaux, puisque vous êtes confiant ce soir. Je crois qu'il s'exprimera bientôt, j'espère. D'accord. Allez, merci beaucoup, Guillaume. La suite de l'épreuve de vérité, maintenant avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir. Première question qu'on va évoquer tout de suite avec, je crois, François Bayrou, exactement, sur notre plateau hier. Sur la crédibilité du projet économique du Front National. On peut écouter tout de suite d'ailleurs, voilà, le président du MoDem, conseiller d'Emmanuel Macron, puisqu'il a eu des mots très durs pour ce programme dont vous êtes grandement à l'origine. On l'écoute. Si on suivait les directions que Madame Le Pen propose, on aurait le malheur pour la France et en France, pour les plus faibles de la France.
On aurait le malheur parce que si on sortait de l'euro pour revenir au franc, la monnaie se casserait la figure et que donc les retraites, par exemple, ne vaudraient plus le montant du chèque, le pouvoir d'achat s'effondrerait, on aurait d'incroyables difficultés budgétaires. Par exemple, tous ceux qui veulent emprunter pour construire une maison, pour acheter une voiture, pour de l'électroménager, ils verraient les taux d'intérêt exploser. Et ceci est si vérifié au travers du monde, chaque fois qu'on a essayé ça, que d'une certaine manière, il nous revient à tous, comme citoyens, comme spécialistes pour vous, comme citoyens pour moi, de dire la vérité au pays. Alors, Florian Philippot, est-ce que vous ferez le malheur des Français? Mais M. Bayrou est un homme qui n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Parce que je rappelle que quelques mois avant de rejoindre Emmanuel Macron, et on a toutes les traces encore, il disait à peu près la même chose, dans des termes aussi grandiloquents et aussi inquiétants, concernant le projet d'Emmanuel Macron. Il nous expliquait, il nous expliquait, reprenez toutes ces déclarations, il nous expliquait que c'était un homme sous influence des puissances d'argent, que ça n'était pas l'homme de la situation, qu'il n'avait pas les capacités, les qualités pour être président de la République, etc. etc. Il n'expliquait pas du tout que Emmanuel Macron allait faire la ruine des épargnants français et mettre le pays... Toutes les déclarations qu'il avait... Il avait une divergence sur le personnage, sur son origine. Oui, et sur les influences, et sur les influences d'argent, les puissances d'argent qui influent sur le projet politique du personnage. Non mais attendez, quand on dit cela de quelqu'un et qu'on le soutient juste après, c'est qu'on manque... sur le fond. Oui, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous répondez toujours sur la forme, sur les gens, sur les personnes. C'est gênant sur le fond. Macron. Alors allez-y. Dans les médias, on ne veut pas qu'on attaque Macron. Je vous pose une question de fond. Je vous pose une question de fond. Vous allez pouvoir l'attaquer sur son programme, parce que là, la question porte sur le programme. Je vous réponds comme je veux, monsieur. Voilà, ça n'est pas vous, monsieur Pécresse, qui allez me dire qui pose les questions. Qui pose les... Oui, mais je fais mes réponses. Et mes réponses, je les construis comme je le souhaite. Oui, mais moi, j'ai le droit de vous poser mes questions. Laissez-moi parler. Bon, alors allez-y. Alors, donc je vous le redis, et je continuerai mon idée, même si elle ne vous plaît pas, ou si elle vous dérange à l'oreille. Monsieur Bayrou est quelqu'un qui manque de constance et qui manque de sincérité. Parce que quand on dit de telles choses sur quelqu'un qu'on soutient quelques semaines après avec tant de ferveur, c'est qu'on a un vrai problème de cohérence ou de sincérité. Alors ça c'est dit. On revient au programme. Deuxièmement, sur le fond. Bon, c'est là la vulgate traditionnelle des gens qui essaient de faire peur, les mêmes qui expliquaient que le vote du Brexit allait conduire à ce que le Royaume-Uni se détache du continent européen, à ce que ce soit la nuit noire au Royaume-Uni, à ce que ce soit la catastrophe, et c'est pas du tout ce qui se produit. Ils ne sont pas encore sortis et le livre a été dévalué de 15%. Ce qui est une excellente nouvelle pour le Royaume-Uni, ce qui a boosté son tourisme et ses exportations, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a une croissance beaucoup plus forte que nous. Non, c'est pas vrai, et qu'elle importe beaucoup plus cher ce qu'elle... Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que le Royaume-Uni n'a pas une croissance plus forte que nous? Ce qu'elle importait avant. Et qu'elle importe beaucoup plus cher ce qu'elle importait avant. Et les agriculteurs anglais sont en train de se rendre compte de leur erreur. Mais allez-y, continuez. Monsieur Pécresse, Macron, n'est-il pas vrai que le Royaume-Uni a une croissance plus forte que nous? Non, mais en ce moment, oui, c'est... Je vais reprendre une phrase intéressante qui vous trahit. Les agriculteurs anglais se rendent compte de leur... Vous avez dit de leur erreur. De leur erreur. Quelle erreur? Il ne vous échappe pas que la Grande-Bretagne n'a pas encore quitté l'Union européenne, Monsieur Philippot. Mais Monsieur Pécresse, ils viennent d'actionner l'article 50, d'avoir voté pour la sortie de l'Union européenne. Je vous appelle à relire les analyses de l'époque qui nous expliquaient que rien que le vote allait mettre en condition psychologique les marchés, les producteurs, les investisseurs, etc., de telle sorte que ça allait être la ruine. La Grande-Bretagne n'a pas quitté la zone euro. La Grande-Bretagne n'a pas quitté la zone euro. Mais soyez un peu poli. Je vais finir par m'énerver. Soyez poli. J'essaie de rectifier pour que les téléspectateurs comprennent que la Grande-Bretagne n'a pas quitté la zone euro. Alors, allez-y, répondez. Allez-y, répondez, mais on va parler surtout de la France. C'est mon métier aussi. Vous rectifierez après, laissez-moi finir mon idée. Vous avez tort. La Banque d'Angleterre disait à l'époque, rien que le vote du Brexit allait conduire à un problème économique et allait mettre en récession le Royaume-Uni en 2016, avant la sortie, à tel point, et vous devriez vous renseigner, que la Banque d'Angleterre en septembre est venue s'excuser par communiqué de presse en disant qu'il s'était trompé. Alors, on va revenir sur la France. La France, pas au niveau d'un journaliste qui la France, on va parler de votre projet pour la France qui est critiqué. Des leçons plus tard. Est-ce que j'ai envie de dire, y compris par les prix Nobel d'économie. Alors, on va aborder. Est-ce que vous voulez toujours quitter l'euro? Oui, tout à fait. Nous voulons souveraineté monétaire. Parce que quand on entend bien Marine Le Pen hier soir, pardon, c'est ma question. Je suis là pour ça. Alors, la question. Quand on entend bien Marine Le Pen hier soir sur TF1, elle dit maintenant,
c'est un instrument de négociation avec l'Europe. Et donc, ma question est-ce que vous avez vraiment toujours comme intention de quitter l'euro? Notre projet il est clair. Nous arrivons pour négocier le retour de nos souverainetés monétaires, vous avez votre réponse, territoriales, nos frontières par rapport à l'immigration, législative, que nos lois soient supérieures aux droits européens, et économique, qu'on ait le droit de faire du patriotisme économique, qu'on fait, par exemple, oui en le pool. Et à la fin, il y aura de toute façon un référendum. Et c'est ça qui est une arme de négociation. Parce que ce que dit Marine Le Pen est juste. Si vous arrivez à une négociation sans référendum, mais vous êtes faible. Parce que de toute façon, la Commission en face ou l'Allemagne vous dira, bon, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, ce sera quand même, vous prendrez quand même l'accord et puis tant pis. Non, nous, on se tournera vers les Français et c'est eux qui décideront de toute façon au final. Monsieur Bayrou, qui ne nous donne pas de leçons d'économie et de budget, il a participé à je ne sais combien de gouvernements depuis 20 ans ou 25 ans qui ont tous mis la France à la ruine, qui ont tous aggravé la dette de la France, y compris les derniers qui ont augmenté de plusieurs centaines de milliards d'euros notre dette, y compris les derniers qui ont augmenté de plusieurs millions le nombre de chômeurs. Je n'ai pas de leçons à recevoir de monsieur Bayrou, certainement pas. Et ça, ça incarne la vieille politique qui tourne, qui grenouille autour de monsieur Macron. Bayrou, Robert Hue, monsieur Valls, monsieur Hollande. C'est tout ça, c'est le renouvellement de Macron. Vous voyez, ça, c'est là, on est sur votre question maintenant. On écoute la question. Là, on est sur votre projet à vous. Et je voudrais comprendre comment ça va se passer. Le franc va être convertible de manière libre, je suppose. C'est ça? Il y aura une parité, un franc, un nouveau franc, c'est pas l'ancien. Un nouveau franc égale 1 euro. Ah bon, donc une parité fixe que vous allez fixer vous-même, d'autorité. Donc il n'y a pas de... Comme nous l'avons fait lors du passage à l'euro, nous avons fixé 1 euro égale 6,55. D'accord, mais après ce passage-là, la convertibilité et le taux de change sera fixé de manière libre par les marchés. Je suppose que vous n'allez pas faire... Exactement. Et le franc va probablement, selon le FMI, se déprécier de 7 à 10%. Alors, ce qui sera une bonne chose. De 7 à 10%. Parce qu'aujourd'hui, il est trop fort et il nous plombe dans nos exportations. Il nous plombe dans notre compétitivité, à tel point, attendez, monsieur Pécresse, à tel point que nous avons un déficit, c'est le FMI qui le dit en août dernier, un déficit de 21 points de compétitivité par rapport à l'Allemagne, rien qu'à cause de la monnaie. Alors moi, je veux bien qu'on fasse autrement, mais ça s'appelle le projet Macron, on augmente la CSG, ça s'appelle la baisse des salaires, la baisse des retraites ou la destruction du modèle social et des services publics. Sinon, on peut accepter d'utiliser un instrument classique qui utilise 95% des pays du monde, qui s'appelle la monnaie, comme on doit utiliser les frontières face à la concurrence internationale déloyale, comme on doit utiliser l'État stratège pour réindustrialiser notre pays. Bref, ce qu'on veut, c'est simplement redonner des armes à la France dans la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, elle est complètement battue par la mondialisation, traversée de toutes parts, et elle ne se défend pas. Une petite question. Compte tenu de l'ampleur de nos déficits extérieurs, de notre déficit commercial, qui est de 50 milliards d'euros, et de notre déficit budgétaire, qui est de 70 milliards d'euros. Je fais juste une incise. Alors attendez, laissez poser la question. Il est fort probable que la dévaluation, que la dépréciation, pour être exact, du nouveau franc sera plus forte que 10 à 15% et probablement même de 20%. C'est ce qui s'était passé lorsque la lire italienne avait quitté le système monétaire européen en 1992. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière très automatique que notre volume, notre masse de dette publique française, elle augmentera de 20%. Non. Et que, pourquoi non? Mais si, c'est mathématique. Non, mais là, c'est absolument mathématique. Vous ne connaissez pas, malheureusement, le droit international. Sauf à ce que vous renonciez à rembourser une partie de cette dette. Et que, alors la question... non. La dette publique, c'est pas la monnaie qui détermine, c'est le contrat, c'est la nationalité du contrat. Nous avons une dette publique à 98,5% en contrat de droit français, donc elle sera redéfinie en monnaie française. Donc vous ferez défaut sur 20% de la dette. Pas du tout. Mais elle sera remboursable en francs. Mais monsieur Philippot, l'euro est dévalué de 20% par rapport à l'ancienne monnaie. Non mais vous allez répondre. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Je ne peux pas vous laisser dire vous êtes amusant. N'importe quoi. Vous me faites penser à un débatteur. Une monnaie qui avec les mêmes, dévaluée de 20%. Si vous la remboursez dans une monnaie qui est dépréciée de 20%, elle vaut 20% plus cher. Alors la réponse. Monsieur Pécresse, même si vous la remboursez en francs, c'est... faut bosser quoi. C'est arithmétique. Vous refusez cette équation économique. C'est arithmétique. C'est parce que vous ne connaissez pas le sujet. Mais parce que vous ne connaissez pas le sujet. C'est pas une question de droit. C'est une question
d'arithmétique économique. Alors, je peux vous... Alors la élémentaire. réponse, et on s'arrêtera là. Monsieur Pécresse ne travaille pas, il ne connaît pas le droit international. Je vais vous envoyer... Mais si, il connaît très bien ces dossiers. Il connaît très bien ces dossiers. Alors maintenant, je vais vous parler, vous allez arrêter. Je vais vous envoyer l'étude de l'OFCE qui démontre que La question vous gêne, c'est ça? Non, je vais vous répondre. Allez, on laisse répondre Monsieur notre Pécresse, invité, Vous ne Jean-Francis. savez pas le sujet, vous n'avez pas travaillé. Alors, votre réponse. Votre réponse. Notre dette est à 98,5% en droit français. Donc, selon la Lex Monetae, qui est la norme internationale de la monnaie, nous rembourserons dans la monnaie française. Donc, votre arithmétique est fausse. Deuxièmement, vous dites que ça va se dévaluer de 20-30% au hasard. N'importe quoi. Le FMI l'a dit de manière très claire, ça se dévaluera de 7 à 11%. Le mark se réévaluera de 10 à 15% parce que c'est la valeur d'équilibre de la monnaie. C'est un peu technique, Bon, je suis désolé. c'est trop technique, là, oui. Mais vous faites partie du projet peur. Vous êtes payé pour ça. Essayez de faire peur aux gens. Il n'est pas seul, il y a aussi les Nobel d'économie qui le disent aussi. La dette publique de la France, elle est détenue à 60% par des investisseurs étrangers qui, votre Lex Monetae, n'en ont pas grand-chose à faire. Pas du tout, c'est du droit international. Donc qu'ils soient étrangers ou français, c'est du droit international. Une autre question sur cette... Ce sera la dernière. Quand les entreprises françaises sont endettées elles-mêmes, elles devront aussi faire des remboursements. Elles devront rembourser en francs leur propre dette vis-à-vis d'une dette qui est libellée en euros. Donc vous allez, et c'est ce que les patrons disent d'ailleurs, les conduire à la ruine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas ce que disent les patrons. Mais bien sûr que si, c'est ce qu'ils disent. Non, vous connaissez pas. Savez-vous que les patrons de PME... Oui, j'ai débattu avec lui, il y en a un qui a envoyé comme un... On écoute la réponse, car ce sera la dernière réponse de Florian Philippot. Comme un bon paternaliste, il a envoyé une lettre à ses employés, ça doit vous plaire les paternalistes. Un bon paternaliste, il a envoyé une lettre à ses salariés pour dire comment il devait voter. Pourquoi vous dites ça? Rien, parce qu'il a l'air de le glorifier, ce patron. Il a envoyé une lettre à ses employés en disant vous devez voter comme ça. Non mais vos insinuations sont extrêmement désagréables et moi je ne défends assez révélatrices de votre état d'esprit. Je lui ai dit à lui, attendez monsieur Pécresse, je lui ai dit là on s'entend plus, je suis désolé, je l'avais en débat, je le prends pas en traite, je l'avais en débat et je lui ai dit que ses méthodes étaient paternalistes. Un patron, moi je serais dans une boîte où un patron enverrait à ses salariés une lettre pour leur dire avant le premier tour comment voter, mais je me sauverais en courant. Parce que je suis un salarié, j'ai autant de cerveau que monsieur le plus grand patron, mais et je pense savoir comment... Est-ce que je peux intervenir sur le fond? Maintenant, les entreprises françaises, elles crèvent de l'austérité créée par l'austérité européenne et notamment par l'euro. Elles crèvent de ces politiques-là. Vous parliez tout à l'heure à raison du déficit commercial. On a atteint un record historique en janvier dernier de notre déficit commercial. Nous sommes en déficit commercial depuis l'euro. Avant, on était en excédent commercial. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que l'euro est formidable, etc. Sauf que depuis qu'on a l'euro, on est passé à 6,5 millions de chômeurs. Les prix ont explosé lors du passage à l'euro. Le déficit commercial n'a jamais été aussi important. Et les Allemands bénéficient d'une monnaie qui est adaptée à leur économie, contrairement à nous. Voilà. 250 milliards d'euros parce que l'euro est trop faible pour eux. Commercial. Et ils ont aussi l'euro. Merci. Messieurs, sont majoritairement, mais nos exportations sont majoritairement au sein de la zone euro. Mais justement, il n'y a pas de taux de change. On ne va pas. Parce qu'avant, nous pouvions adapter nos monnaies les unes par rapport aux autres. On ne le peut plus. Merci, on a compris le débat économique. Il pourrait se prolonger. Sur les déficits français et italiens. Le débat économique pourrait se prolonger, mais on va s'arrêter là. Messieurs, je reprends la parole, s'il vous plaît. Non, on a fini sur le sujet. Mon débatteur n'a pas terminé, mais moi j'ai terminé et je dis c'est terminé. Vous avez dit tout à l'heure. Attendez, juste une chose. Si on ne change pas les règles européennes par la négociation et ce référendum, que ce soit l'euro, mais pas que ça, la directive détachement des travailleurs, Schengen, l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale, alors nous continuerons dans la ruine. Parce que ceux qui disent qu'il ne faut rien changer, c'est quoi leur recette? Alors on a continuer compris ce qu'on a fait depuis 15 ans. On a compris. Vous avez dit a produit du chômage et de la dette. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez les challengers dans cette campagne de comptoir. Ben là, vous avez été challengé par Jean-Francis Pécresse. Merci. Jean-Francis, cette troisième partie et dernière partie de l'épreuve de vérité maintenant. Pécresse. Avec Monsieur Pécresse. Voilà. Oui, avec maintenant, c'est Michael Zamès qui arrive. Bonsoir Michael. Florian Philippot, comment pouvez-vous gagner alors qu'Emmanuel Macron reçoit, et encore aujourd'hui, des soutiens, et notamment celui de Nicolas Sarkozy? Est-ce que ça vous surprend d'abord? Il a les soutiens de l'oligarchie, mais d'après les images qu'on a vues de Whirlpool, il n'a pas les soutiens de la population.
Et ça, je crois que ça devrait l'inquiéter. Moi, ça ne me surprend pas que j'ai vu le président de la Commission européenne, j'ai vu l'UOIF, les islamistes de l'UOIF appeler à voter pour lui. J'ai vu Annie Ramadan, qui a été virée de France il y a quelques jours pour radicalisation islamiste. Vous voulez dire quoi aussi. J'ai vu le PS, j'ai vu Hollande, j'ai vu Valls qui a dit qu'il voulait faire partie de son gouvernement. Tout cela, j'ai vu Madame Parizeau qui quémande déjà un poste, l'ancienne du MEDEF. Des Républicains. J'ai vu des Républicains, pas tous, mais j'en ai vu effectivement. Non, mais quand je dis Républicains, tout ça au sens large. Non, mais républicains, les républicains. Ah, ouais. Je veux dire, ça ne m'étonne pas. C'est toute l'oligarchie qui se coalise autour de sa candidature et de son candidat, c'est tout. Et ça, c'est la preuve qu'il est un candidat coupé de la réalité. C'est le candidat de l'oligarchie. Vous résumez en Donc fait. il défend la politique. Vous résumez l'opinion publique et les nous, on Français fera la entre d'un remontada. côté. Voilà. On fera la remontada. Alors, Philippot, Nous avons 10 points de remontada à faire, et ben on va la faire joyeusement en une dizaine de jours. Vous coupez la France en deux. Il y a les partisans de Marine Le Pen et tous les autres, c'est l'oligarchie, non? Non, mais les noms que je vous ai cités sont des noms que... Les noms que je vous ai cités, ce sont les noms des organisations qui font la politique de la France depuis 20 ou 30 ans. Objectivement, ce sont les gens qui sont au pouvoir, aux manettes, économiquement, politiquement, ou même pour l'UOIF, du point de vue des associations islamistes, depuis 20 ou 30 ans, et qui nous ont pas conduit, il faut quand même le reconnaître, à un mieux. Ils nous ont plutôt conduit à un moins bien. La situation des Français, pouvoir d'achat, la santé, les retraites, leur sécurité est quand même dégradée. Et quand la Manif pour tous et Christine Boutin vous rejoignent, c'est quoi? Moi, j'ai vu la Manif pour tous dire il ne faut pas voter pour Macron parce qu'il est le candidat anti-famille. Ils ont raison. Voilà. Ils ont raison. Quand on veut augmenter la CSG, ça va peser sur les familles en premier. Hein. Quand on a été ministre et qu'on a gelé les allocations familiales, ça pèse sur les familles. Quand on a un projet de loi El Khomri plus par ordonnance, ça veut dire qu'on va précariser encore plus les pères et les mères de famille. Donc on va précariser la situation des familles françaises. Moi, je regarde tout ça, c'est ça la situation concrète des familles. Et je crois que, oui, effectivement, M. Macron a un projet qui est dur pour les familles françaises. Marine Le Pen, elle veut les aider, elle veut augmenter de 25% les APL pour les jeunes de moins de 27 ans. Elle veut aider les allocations familiales et les soutenir davantage. Voilà, elle veut aider les petites retraites et les revaloriser. Elle a un vrai projet, supprimer... si vous voulez, remettre en place la demi-part pour les veufs et les veuves qui avait été supprimée par le passé. Tout cela, ça fait partie d'une grande politique familiale. Ça, c'est le programme des 100 premiers jours. C'est assumé. Ça fait partie du programme des 100 premiers jours de Marine Le Pen. Est-ce qu'on a entendu hier à Rungis, où elle parlait de trahison autour de François Fillon. Est-ce que vous appelez aujourd'hui, sur ce plateau par exemple, à demander aux électeurs de François Fillon de vous rejoindre, de voter pour vous? Nous appelons tous les électeurs à voter notamment pour vous, ceux-là. bien sûr. Mais bien sûr. Parle de trahison. Mais pourquoi elle parle de trahison? Elle a raison. Parce que M. Fillon fait sa campagne en parlant d'Emmanuel Hollande, c'était le sobriquet qu'il avait choisi pour M. Macron, plutôt bien trouvé, il faut le dire, puisqu'effectivement, on le sait maintenant, c'était un secret de polichinelle, mais c'est maintenant avoué que depuis le début, Macron est le candidat de Hollande. Bon. Et même Mme Royal hier a dit... Sur ma question. Même Mme Royal hier a dit notre candidat l'a emporté au premier tour. Donc concernant les électeurs de droite. Non mais voilà, et donc ces électeurs-là, ils voient M. Fillon d'un coup, en 2 minutes, dire finalement il faut voter pour Emmanuel Hollande. Je pense qu'ils se sentent trahis, oui effectivement, et qu'ils n'ont pas envie d'un candidat notamment qui va ouvrir grand les frontières de la France à l'immigration. Catholique par exemple, c'est quelque chose que vous ciblez particulièrement? Moi j'ai jamais raisonné, alors pour le coup vraiment pas en communauté, que ce soit religieuse ou d'origine, ou ça n'est pas notre manière et ma manière moi de concevoir la société française. Il y a des catholiques, des gens qui sont juifs, musulmans, protestants, de tout, bouddhistes, athées, il y en a beaucoup aussi. Et je me refuse toujours à découper la population française en tranches. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui, le Front républicain n'existe plus. Il a raison? Oui, il n'existe plus, il ne peut plus exister. Parce que les gens ont compris que sur le fond, ça n'avait pas de sens. Il faut s'attarder un peu sur le fond républicain. Qui est républicain? Ceux qui trahissent les Français sur le traité de Lisbonne, alors que les Français avaient dit non. Ça, c'est pas du tout républicain, c'est même pas démocrate. Ceux qui battent en brèche nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et même la laïcité depuis des années, ça n'est pas républicain. Ceux qui ont transféré la souveraineté populaire à des gens non élus, ça n'est pas républicain. Donc, je veux dire, et donc il n'y a plus de prise dans la population. Les Français ont compris l'arnaque, ont compris que c'était juste pour sauver leur poste, leur place. Et le plafond de verre, il existe ou pas? Non, je crois qu'il n'existe pas. Ouais. Je crois qu'il n'existe plus. Ou alors il est au-dessus de 50% et ça me va.
Et pour justement dépasser ce plafond de verre, Grimper. vous en appelez également aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Oui, les Insoumis. oui. Le Les programme Insoumis de nous- Jean-Luc Mélenchon, le programme de Marine Le Pen, c'est le même? Non, je ne mettrai pas les programmes dans une balance pour les sous-peser. On connaît nos divergences, y compris avec M. Fillon, on ne les a pas cachées, elles n'ont pas disparu. Mais là, c'est un choix entre deux personnes. Et les Insoumis ne voudront pas d'une France soumise à toutes les tutelles de la banque, de l'Union européenne, de la finance. Les Insoumis ne vont pas vouloir du banquier de M. Hollande, ils ne vont pas vouloir de celui qui veut une loi El Khomri plus par ordonnance. Encore pire que le 49.3, vous voyez. Voilà, moi je les invite à réfléchir, vraiment. C'est une réflexion que chaque citoyenne et chaque citoyen français doit avoir. Il reste 10 jours et c'est très important, ça engage l'avenir du pays. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a déclaré aujourd'hui pas une voix pour le Front National. Il l'a dit. Oui, et M. Mélenchon a dit, moi je ne donnerai pas mon vote jusqu'à la fin. Et alors, Je trouve que c'est plus courageux que ce qu'a fait Fillon. vous saluez le geste de Jean-Luc Mélenchon? Ça me semble honnêtement beaucoup plus cohérent et sincère peut-être que ce qu'a fait M. Fillon. Je me place... Vu la campagne de premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Deux questions. Première hypothèse, Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. Sa mesure la plus urgente et son déplacement principal le premier jour, c'est quoi? Moi je pense que sa mesure la plus urgente, c'est le rétablissement de nos frontières nationales. Ça, c'est urgentissime. Il y a des drames, du terrorisme, des attentats. On l'a encore vu malheureusement il y a peu. Et il faut retrouver les frontières nationales. Ça, c'est très rapide. Première visite, elle l'a dit, c'est à Bruxelles. Pour aller fermeture des frontières. Non, pas c'est une promesse. Non, la fermeture des frontières, c'est une promesse mensongère, a déclaré tout à l'heure Emmanuel Macron à Amiens. Oui, mais personne n'a demandé la fermeture. Nous voulons simplement déjà en avoir, ce qui serait déjà pas mal, et ensuite les maîtriser. Vous savez, la frontière, c'est pas un mur, c'est un filtre. Et les travailleurs frontaliers, par exemple, ils auront des passes, ils passent facilement. Bon. Et par contre, les trafics passeront moins bien, les clandestins et les je vous mets dans terroristes l'hypothèse aussi. où elle perd l'élection Et puis à présidentielle. Bruxelles, elle engage la grande deuxième hypothèse. Dernière hypothèse, si elle perd l'élection présidentielle. Ah non, n'allons pas sur Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la crise au Front National? Est-ce qu'elle peut encore rester présidente? Non, Et vous, vice-président? il n'y a aucune situation de crise au Front National de toute façon, mais Quand on perd une Il y a des élection, désaccords. on peut oui, mais revoir. moi je me place dans une stratégie de victoire. Voilà. Ah mais vous Non, avez on a dit, bien compris, vous êtes mais- contradictoire, parce que vous avez dit tout Non. à l'heure, vous êtes challenger, on ne va pas gagner cette Oui, élection. mais Vous l'avez dit, alors vous j'ai dites, parlé de soyez la- clair, j'ai parlé soyez de clair. la remontada aussi. Alors oui, alors donc Eh vous, ben oui, on va vous tenez inverser, des propos le contradictoires sur votre pronostic. Alors soyez clair. Donc vous êtes challenger, vous n'allez pas gagner ce scrutin. Vous l'avez dit. Non, challenger, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner. Vous l'avez dit Challenger, aussi. ça veut dire que vous ne partez pas en favori. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous n'alliez Il y pas a gagner. beaucoup dans l'histoire, beaucoup de challengers qui ont gagné. Voilà, donc on va gagner. Ah. Bah oui. Ça, ce sera votre mot, le mot Oui, de la fin. c'est j'ai envie un de dire. beau mot de la fin. Je suis content que ça se finisse comme ça. Une remontada. Oui, on va gagner, on va se donner les moyens. Enfin, c'est les Français qui décideront. Et voilà, mais il faut vraiment... Voilà, on ne peut pas continuer avec les mêmes, en aggraver, en plus dur, en plus antisocial, en plus anti-économique. Et il faut maintenant, clairement, qu'on aille vers un vrai changement. Un mot sur le président intérimaire du Front National, puisque Marine Le Pen a quitté le poste, Monsieur Jalk, qui a été accusé de révisionnisme pour négation de ce qui s'est passé dans les camps nazis. Oui, d'accord, Alors, oui, on sort un des- mot. Oui, Alors, vous le totalement condamnez faux, qu'il a démenti. Non, mais il a démenti, je ne vais pas condamner. Et Il a je démenti. veux dire, moi, je le connais suffisamment. C'est un honnête homme, connu depuis longtemps. On sort des trucs qui dateraient de 26 ans, enfin n'importe quoi, là, 10 jours de la présidentielle qu'on n'aurait jamais vu avant. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et moi, je le connais suffisamment, j'ai eu suffisamment discuté avec lui pour savoir que c'est un homme droit, un honnête homme et un vrai grand patriote qu'on doit respecter. Merci à tous. Bon,